C'est effectivement beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions pour moi que d'être là effectivement depuis. Alors effectivement, j'ai atterri il y a 4 heures et c'est pas que le fait que j'ai atterri. Ça arrive à tout le monde. C'est la première fois de ma vie que je viens sur le continent africain et c'est une vraie émotion d'une escale que je prépare notamment sur des exports de cacao avec le groupe C'est Moi, sur du cacao à l'export avec, on espère, beaucoup d'autres. Mais c'est aussi un rapport à l'Afrique espérée, fantasmée, le continent initial de là où on vient tous. Et c'est ici que voilà, je partage cette soirée avec vous. J'en suis ravi. Je veux remercier Philippe Bihan, sans qui rien de tout cela ne serait possible. C'est ta volonté, Philippe, Jean-Luc, Marc, mais Philippe, d'avoir réussi à initier cette soirée-là. Et je me permets, puisque il est d'usage de le faire, d'appeler Alexandre Mabille, s'il te plaît. Rejoins-nous sur scène, histoire qu'on te voit également. Je te remercie. Alexandre, c'est mon collègue, il est responsable du développement chez nous. Et c'est lui et Philippe qui ont été véritablement à l'organisation de tout ceci. Merci Henri, le président, de nous faire l'honneur d'être là, d'avoir pu caler ça dans ton agenda, qui est encore plus dense que le mien, je pense, et de vraiment pouvoir apporter tout cet effet de traction sur Nord-Sud, mais sur tout le groupe mère, sur tout l'éventail de possibilités qu'on a ici. Merci, mon colonel, d'être ici, de représenter le port. Vous nous apportez cette crédibilité institutionnelle, cet accueil, ce post-acquet dont on a besoin, parce que donc le maritime, c'est pas des discours, c'est un post-acquet, c'est une analyse sur la sécurité, l'optimisation des flux, des escales, et c'est pour moi très important et bien plus que symbolique que votre présence ici. J'aimerais pouvoir faire une liste de remerciements aussi exhaustive et aussi longue que celle de mon collègue, mais voilà. Je viens d'arriver et je ne l'ai pas, donc m'en voulez pas. Je le disais, on a commencé sur le cacao. Le cacao, c'est fondamental dans notre exploitation. Je reviendrai dans une minute sur une sorte de présentation technique du navire. Le cacao en Côte d'Ivoire, me semble-t-il, c'est un peu comme quand on parle de vin dans le Bordelais. Ça touche tout le monde. Il y a tout le monde qui, quelque part, dans sa famille, a quelqu'un qui fait ça. Le cacao ainsi que le café sont les deux grands produits, on va dire, du sud qui vont vers le nord. En France, malgré le réchauffement climatique, et c'est un drame, le réchauffement climatique, on importe 100% du cacao, on importe 100% du café. C'est un produit qui est également, d'une certaine façon, symbolique d'un certain rapport entre le nord et le sud, et qui peut être comme un vin. Moi qui, en Belgique, chez les chocolatiers Bean2Bar, ai découvert qu'on parle de cacao en cépage, en millésime. Il y a vous le savez, le Trinitario, le Forastero. Vous le savez, des millésimes sont différents dans le cacao. Ce que d'une certaine façon les Bordelais ont réussi à faire, c'est-à-dire donner donner des lettres de noblesse à cette production-là. On pense que certainement le cacao doit pouvoir le faire également. Ça demandera de la transparence, ça demandera un travail de communication, de dentelle, d'éducation, de pédagogie. Le cacao n'est pas que une commodité, n'est pas que un chocolat industriel. Il mérite finalement beaucoup mieux à la fois ce que la nature nous donne, mais ce que le planteur fait, de la façon dont on va opérer le traitement post-récolte, etc. Comment en Afrique, est-ce que l'Afrique s'intéresse au climat? Oh ben non, c'est pas notre sujet. Alors, j'étais à la COP27, mais je reparlerai du Vietnam juste dans 2 secondes, mais j'ai vu clairement l'échec total de la communauté internationale à pouvoir, à minima, faire un constat et a fortiori à prendre des mesures pour essayer de faire quelque chose. Nous sommes en train, ici,
en nous regardant dans les yeux et en regardant ce soir nos enfants qu'on ira aborder, de laisser derrière nous une planète invivable. Elle ne va pas commencer à être invivable immédiatement dans le Nord, mais plutôt dans les endroits où il fait chaud. C'est paradoxal que notre civilisation de la consommation, du toujours plus, de la croissance, de la rapidité, du juste à temps, qui sont les injonctions qu'on a depuis toujours, celle du business, se retrouve aujourd'hui à entendre le climat comme étant une injonction complètement contraire, complètement inverse. Il faudrait ralentir, il faudrait faire moins, et il faudrait faire de façon plus sobre. La réalité, c'est que si on ne veut pas le faire, on va finir par le faire, mais de façon certainement beaucoup plus catastrophique que si on commence à regarder vers l'avant aujourd'hui. Donc la voile, alors dire la voile, quand on va à Pointe-à-Pitre, à Port-au-Prince, quand on va dans des ports où on travaille par ailleurs, l'image d'un grand voilier est tout autre que celle qu'elle peut avoir, y compris dans un contexte écologique en Europe. Ceci dit, aujourd'hui, on peut se retrouver autour d'un constat qui est celui qu'une propulsion principale vélique, c'est-à-dire des navires suffisamment grands pour avoir des taux de fret, je vous rassure, suffisamment bas, mais suffisamment petits pour avoir une majeure partie de leur trajet qui est parcouru à la voile, c'est-à-dire par la force du vent, qui sont dérisqués largement grâce à un routage, grâce à des matériaux, grâce à des systèmes, des actionneurs, qui font que c'est un navire qui ira pas plus vite que les porte-conteneurs, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à avoir de meilleurs lead time. Il ira à 10 nœuds et demi, 11 nœuds, contre 16, 17, 18, mais par contre, il va venir en route dédiée. Il va venir chercher ses meilleurs cacao du pays et on a de la place à bord du nord au sud CTI. Et je pense que c'est effectivement une sorte de promesse ou de rencontre entre guillemets qu'on peut se faire ici. Vous êtes cette communauté de chargeurs, vous êtes les clients de Nord-Sur CDI. Et on est capable sur cette route allée, qu'on appelle communément un retour en logistique, de faire quelque chose de fortement différenciateur, fortement impactant et fortement porteur d'espoir. Nous ne sommes pas là en tant que ONG, parti politique ou voilà, dans une figure mystique de le climat et le nouveau messie auquel on doit se fier pour essayer de dépasser la société matérialiste. On est au contraire dans une solution qui arrive. Elle arrive, il y en a 2 qui sont sur cale, des navires. 81 mètres, 1080 palettes Euro. Si c'est de la palette Euro, on peut mettre tout type de palette. On a des hauteurs sous barreau de 2,05 m. On est side loader. On a donc 2 monts de charge qui chacun peut prendre 4 palettes. À l'intérieur, on a des chariots élévateurs qui peuvent donc ranger les palettes en fonction des plans de chargement. C'est 7 marins. C'est la prouesse véritablement que la technologie nous permet de faire. On regarde un Cutty-Sark à Londres, il y en avait 48 des marins pour une capacité à peu près similaire. C'est ça qui nous permet d'avoir des OPEX suffisamment bas pour être alignés avec le marché. C'est des mâts carbone, c'est de la voile d'Acron, les 2 sont issus directement de la course au large. C'est une 50aine d'innovations, dernier cri, certaines dont je suis absolument dont il m'est absolument impossible de parler par contrat, sur les plans anti-dérive notamment, sur la gestion énergétique du bord. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. On n'est pas en train de faire une usine à gaz, une station spatiale internationale, on est en train de faire un grand voilier de transport, comme on peut le faire au mieux en 2023, aujourd'hui, avec des valeurs qui sont celles finalement de la mer, de bon sens, des valeurs agricoles, de maintenir les coûts et d'être très efficace. On est donc on fait de la marine marchande et on veut vous fournir un service à la fois exceptionnel, mais en même temps très aligné avec ce que vous pouvez trouver par ailleurs. J'étais effectivement hier au Vietnam. Moi qui parle de décarbonation, j'ai honte et je devrais battre ma coulpe. Il y a donc le 2e navire actuellement en construction au Vietnam, donc notre maire du Havre. Je me tourne vers Alexandre parce qu'Alexandre est encore bien plus havrais que moi, où j'habite depuis peu de temps, parce que comme Philippe vous l'a confié, je suis breton et très content et très fier de l'être. Notre maire, c'est un ex-premier ministre, et c'est quelqu'un qui a une destinée qu'on espère, si Dieu le veut, peut-être au-delà, d'horizons plus ambitieux. Le fait qu'il vienne hier donc, sur le chantier de Nha Mai, je parle avec l'accent vietnamien, vous voyez, X51 à Saigon, au Chi Minh Ville, passer 2 heures par 32 degrés
sous le soleil à visiter ce bateau et avec plaisir se faire prendre en photo devant nous montre tout l'intérêt qu'il y a, tout le soutien et le support qu'il apporte, et que le sujet devient fondamental, y compris éventuellement dans une future campagne ou dans tout ce qui peut se passer sur le débat politique national et international. Vous savez, parce que c'est pareil, si on ne veut pas le faire, ça finira par s'imposer à nous, en parlant d'international, qu'il y a une réglementation internationale qui commence à s'imposer très vite. On va avoir quand même, en théorie, si elle s'impose, parce qu'on espère que les lois sont là pour être appliquées, va de façon assez automatique faire que les taux de fret sur des navires à propulsion conventionnels augmenteront, n'iront pas vers le bas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul, c'est avec nos clients qu'on le fait. Nos clients, c'est les clients de nos clients, c'est même les clients des clients de nos clients. Comment on fait ça? Je pourrais aller plus loin comme ça, mais je m'arrête là. C'est qu'en fait, on propose un label que Philippe a gentiment mentionné, qui s'appelle Anemos, Anemos, A-N-E-M-O-S, qui vient des dieux grecs, autre civilisation universelle, des vents porteurs, des vents qui amenaient la prospérité et l'amour de Paris sur Hélène et la victoire à la guerre. Ça nous plaît bien, c'est des vents qu'on peut mesurer, ça n'est pas éole. Et on peut retrouver sur chaque pot de moutarde, pot de cornichon, sur chaque bouteille de vin, ou tablette de chocolat, paquet de café, bouteille de cognac, une allégation. Ce produit a été transporté à la voile, et un flash code et un code alphanumérique avec lequel le client final, quand il boit sa tasse de café, peut retrouver la trace GPS exacte du navire. Dans une expérience dite immersive par les gens qui font du marketing, on peut zoomer sur la trace du navire. La trace d'un voilier n'est pas tout le temps droite, il faut parfois tirer des bords pour optimiser ce que le vent peut nous permettre de faire. La trace, elle est verte, bleue, parfois orange ou rouge, parce que nous avons des moteurs, on vous rassure, mon colonel, on ne va pas venir escaler à la voile, on peut faire une approche, on peut envisager de commencer à chenaler à la voile, mais on a une propulsion secondaire thermique, 2 petits moteurs diesel très simplement, et on va pouvoir raconter cette histoire-là. Chaque consommateur final va pouvoir zoomer, trouver des épingles, et y trouver les vents, y trouver le bilan carbone global économisé, mais c'est vrai que le bilan carbone ne rend pas forcément le café ou le chocolat ou le cornichon meilleur, mais par contre le fait d'y connaître l'équipage, d'y voir les dauphins, les couchers de soleil, permet également de donner à voir ce qui se passe à bord. Le maritime. Alors Douarnenez, nous avons grandi à Douarnenez, merci Philippe, je le dis juste parce que ça me faisait penser à quelque chose. 71% de la surface de la Terre, c'est la mer, vous savez. Douarnenez, Douarnenez, ça veut dire en breton, Douar-en-Enez, c'est le pays de l'île. C'est parce qu'il y a une île devant Douarnenez. Ça s'appelle l'île Tristan. En fait, nous sommes une île. Nous sommes 29% de la surface. Tout autour de nous, il y a des océans. Ils montent d'ailleurs. Mais on est très bien placé ici, dans un des plus grands ports africains, pour se projeter par les mers. Et le faire différemment, ça demande de l'ambition, ça demande de la créativité, et ça demande de se regarder ensemble et de dire on y va. Toutes les histoires des premiers armements, des premières expéditions, c'était des gens qui se disent bon, on y va, on le fait. Et c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. On est dérisqué largement, il y a des accidents en mer, il y en a d'autres, il y a des conteneurs qui tombent, il n'y aura pas de conteneurs qui tomberont chez nous. Nos marins, au nombre de 7, il y a des passagers, on en a 12, et on espère qu'il y aura des mousses et des stagiaires et des marins ivoiriens, qu'on pourra en parler plus clairement bientôt, reviennent au sens marin, ne sont pas en pantoufles en train de boire un café et de regarder des écrans. Ils sortent, ils vont humer l'air, ils vont regarder la vague, ils vont estimer le courant, et on pense que c'est finalement une façon de sécuriser, y compris des avaries et l'intégrité des marchandises et des personnes. Donc voilà, tout simplement, merci à tous d'être là. C'est beaucoup d'émotion pour moi ce soir d'avoir réussi à être parmi vous. Donc le dernier mot que j'ai écrit en majuscule sur ma petite note, c'est ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à flasher le code, à venir nous voir. On sera ravis de pouvoir continuer à se déballonner ensemble. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.